Bonjour à tous. L'intelligence artificielle générative, on en parle beaucoup, on en parle un petit peu moins sur leur version petite, version sur mobile. Ce sera notre grand sujet à la une aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis on aura rendez-vous avec la nature et le biomimétisme. On verra comment les plumes des chouettes nous inspirent de nouvelles innovations. Mais d'abord, je vous propose qu'on revienne sur une urgence française en matière de cybersécurité. Nice 2, c'est tout de suite 3 questions A. Alors je dis 3 questions, mais en fait ça va être beaucoup plus parce que ce sujet mérite davantage. On va faire un point sur la transposition d'une directive européenne majeure en matière de cybersécurité. Elle s'appelle Nice 2 et Alain Bouillet est avec moi pour nous en parler. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes ancien RSSI, responsable donc de la sécurité des systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations. Vous êtes le cofondateur et aujourd'hui délégué général du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. C'est une association qui rassemble donc les responsables de la cybersécurité, qui compte parmi ses membres plusieurs organismes, institutions. On peut citer l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la Gendarmerie nationale, la CNIL, mais aussi le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, cybermalveillance.gouv.fr et j'en passe. Et donc, le CESIN s'est récemment engagé dans une collaboration avec l'ANSSI concernant la transposition nationale de cette directive Nice 2. Je voudrais qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'est Nice. Et puis, pourquoi ce Nice 2 n'est pas simplement une évolution d'un Nice 1, mais quelque chose de bien plus important. Très bien, on va essayer de faire ça. Alors, Nice Network and Information Security, on a eu effectivement la directive Nice 1 il y a quelques années. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de prendre Nice 1 et simplement d'élargir le périmètre. C'est plus fin que ça, évidemment. Donc il faut. Pourquoi parce que en fait, Nice 1, c'était vraiment destiné aux grandes entreprises stratégiques. On avait eu avant les OIV. Ces grandes entreprises stratégiques qui contribuent finalement au fonctionnement de l'État, il fallait en effet qu'elles aient un niveau de sécurité à l'état de l'art. Oui. Et c'était OIV, Nice 1. Grosso modo, 500 entreprises étaient concernées. Là, on change de dimension, puisqu'on parle d'une quinzaine de milliers d'entreprises qui vont être en France assujetties à Nice 2. C'est une directive européenne, c'est-à-dire qu'elle se décline dans chaque pays européen. Et l'objectif premier, c'est déjà d'harmoniser les mesures de sécurité qu'on va mettre en place dans les entreprises, en premier lieu. Mais évidemment, 15 000 entreprises, il n'y a pas que des grandes. Alors, il y a des entreprises qui sont assujetties à Nice 1 aujourd'hui, qui vont être assujetties à Nice 2 et pour lequel, finalement, le périmètre va simplement augmenter de ce qui va être contrôlé, tandis que d'autres entreprises qui sont assujetties à rien aujourd'hui, eh bien, vont découvrir le merveilleux monde de la réglementation. Oula. Et effectivement... C'est-à-dire qu'on passe de 0 à Nice 2, ça doit faire tout de suite... Ça fait drôle. Un saut important. Parce qu'effectivement, si vous voulez, il y a des entreprises aujourd'hui, membres du CESIN, qui ont des gouvernances sécurité, des organisations sécurité. Elles sont assujetties à rien, mais quand elles vont avoir Nice 2 qui va les réguler, ça ne sera pas un saut quantique, ça va être quelque chose d'assez léger. Par contre, les quelques milliers d'entreprises qui aujourd'hui sont au degré zéro de la cyber, eh bien, effectivement, ça va être pour elles quelque chose de très important. Et du coup, ce qu'a fait le législateur, c'est qu'il a créé plusieurs niveaux d'entités. Alors, on a les entités essentielles et les entités importantes. Alors, pour schématiser, les entités essentielles, ça va être les grosses entreprises, celles qui contribuent fortement, je dirais, à la continuité du pays. Et puis les entités importantes, ça va être celles qui sont certes importantes, mais un peu moins essentielles que les autres. Par exemple, alors, on parle de qui aujourd'hui est au niveau zéro, je dirais, des obligations en matière de cybersécurité au niveau européen et qui va d'un seul coup devoir adopter ces réglementations Nice 2. On parle de qui? On parle des collectivités territoriales, alors, par exemple. Certaines collectivités vont effectivement être dans le scope. C'est encore en cours de discussion. Mais vous avez par exemple des entités comme les transports, par exemple. Oui. Bon, les transports, Nice 1, OIV, on avait la RATP, la SNCF, on avait, bref, des gens qui ont, depuis des années, mis en place ce qu'il fallait en matière de cyber et qui, avec Nice 2, auront peut-être un périmètre qui va augmenter.
Mais bon, ce sera encore une fois sans trop de douleur. Mais les transports, c'est pas que la SNCF et la RATP. Donc vous pouvez avoir des kyrielles d'entreprises qui contribuent effectivement à la bonne marche du pays dans le domaine du transport et qui vont se retrouver en effet sous le joug de Nice 2. Et ça peut être des entreprises de petite taille ? Oui, alors vous prenez... En fait, la dimension de l'entreprise n'est pas le critère retenu ? Si. Alors, il y a plusieurs critères qui sont retenus, justement. Et ces critères ne sont pas toujours très limpides. Pour l'instant, je dirais que nous, on a un quart de nos membres, un tiers de nos membres qui disent, on ne sait pas finalement si on sera dedans ou si on ne sera pas dedans. C'est embêtant quand même. Comment est-ce possible ? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que quand vous avez des grandes entreprises, des grands groupes avec plusieurs filiales, des filiales qui peuvent être présentes dans plusieurs pays européens, qui peuvent être en dehors de l'Europe. Est-ce que je suis dedans ? Est-ce que je ne suis pas dedans ? Quelle législation va s'appliquer à moi ? Celle de la Belgique, celle de l'Allemagne, celle de la France, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une directive. Et quand une directive est déployée au sein de l'Europe, chaque pays l'ajuste, avec des limites évidemment, hein, mais quand même l'ajuste, et on peut se retrouver en effet avec des distorsions d'un pays à un autre, et c'est pour ça que pour un certain nombre d'entités, c'est compliqué. Si on prend un autre exemple peut-être plus parlant, c'est le secteur alimentaire. Le secteur alimentaire était très peu régulé en matière de cyber. Il est extrêmement régulé sur la santé et sur la protection des clients, mais très peu pas du tout pratiquement sur la sécurité. Vous prenez des grandes enseignes, je vais citer Carrefour, Intermarché, etc. Il est évident qu'ils seront dans le scope de Nice 2, mais jusqu'où on va ? Jusqu'aux fournisseurs de beurre, de jambon, de l'abattoir qui va fournir les viandes, etc. Donc c'est là, en fait, où le spectre aujourd'hui est encore flou et en cours de discussion. Et vous nous dites, c'est un des premiers enseignements, un des travaux justement que vous menez avec l'ANSSI, c'est cette question de flou qui règne encore sur les critères d'éligibilité à Nice 2. Il y a aussi cette notion de plus grande coopération qui va s'imposer en matière de cybersécurité entre les États membres. C'est ça. Alors, une coopération entre les États membres. Il ne faut pas oublier que cette directive, elle est aussi destinée, enfin je l'ai dit, mais à vraiment harmoniser ce qui va se passer au niveau de l'Europe et à avoir effectivement une meilleure coopération. Quand vous avez... c'est un peu comme les tempêtes ou les dégâts naturels. C'est-à-dire que quand vous avez une cyberattaque, elle ne s'arrête pas à la frontière du pays. Donc la coopération est essentielle en ce domaine. On faisait du mieux qu'on pouvait jusqu'à présent. Maintenant, il y aura une réglementation qui nous mettra dans un cadre qui sera effectivement beaucoup plus efficace. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir communiquer sur les incidents de cybersécurité que l'on subit. Voilà. Alors ça, c'est pas... Alors, parlons-en. Ça, c'est pas la chose la plus facile à admettre pour les entités qui, aujourd'hui, ne sont pas régulées et n'ont pas cette habitude de communiquer. Hein. L'attaque informatique est quand même restée assez longtemps une maladie honteuse. On essayait de moins en parler le possible, parce qu'effectivement, ça peut montrer une faiblesse, évidemment, de l'entreprise. Ça ne donne pas une bonne image dans l'entreprise. Mais alors, donc, il va y avoir d'un côté les incidents majeurs et ceux sur lesquels on sera moins tenu de communiquer. Expliquez-nous. Voilà, alors les incidents, la classification des incidents en incidents majeurs, etc., je crois que personne n'est d'accord, c'est à peu près clair. Nous, on a dit... Là aussi, c'est un problème de définition de qu'est-ce qu'un incident majeur. Voilà, mais nous, on a proposé un truc très simple, alors je ne sais pas s'il sera retenu, c'est de dire, pour nous, un incident, il est majeur s'il est rapporté au COMEX. Si le COMEX n'a pas à être informé des turpitudes, je dirais, quotidiennes de l'informatique, alors ça n'est pas un incident majeur. Alors c'est peut-être un peu simpliste. Il y aura peut-être des tentations du coup de ne pas faire remonter tous les incidents COMEX. Oui, mais à un moment donné, quand il n'y a plus rien qui marche, il vaut mieux que le COMEX soit au courant quand même. Donc plus sérieusement, je pense qu'effectivement cette notion de transparence par rapport à ce qui se passe, pour nous, elle est essentielle. Et il n'est pas question évidemment de cacher la poussière sous le tapis. Mais en effet, par exemple, dans la directive, il y a un truc qui nous étonne un peu. Il y a ce qu'on appelle les incidents évités.
les incidents évités, il y en a des millions par jour, parce que finalement, quand vous avez fait votre travail, vous évitez plein d'incidents. Oui. Donc ces notions-là méritent très largement encore d'être discutées, et nous avons déjà abordé cette discussion. Et pour les incidents mineurs, vous proposez un anonymat? Oui, parce que, qu'est-ce qui compte finalement? C'est de savoir que tel ou tel groupe attaque en ce moment tel ou tel type d'activité, peu importe finalement que ce soit Pierre-Paul Jacques qui soit ciblé. Ce qui compte, c'est de savoir qu'effectivement, parce que je suis dans tel secteur d'activité, parce que il y a un groupe d'activistes qui se manifeste en ce moment, alors je peux être la cible, effectivement. Mais en revanche, il y a un devoir de communication quand même auprès de la CNIL pour les données personnelles des clients ou des sous-traitants ou des utilisateurs qui auraient été mis en danger par cette attaque, même si elle est mineure. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la CNIL, c'est pareil. Il y a des seuils. Vous n'êtes pas obligé de déclarer des trucs très mineurs qui peuvent se passer sur les données à caractère personnel. Là, on est vraiment sur des choses relativement sensibles, d'un point de vue, encore une fois, image, d'un point de vue continuité de l'entreprise, etc. Et je pense qu'effectivement, ce point d'achoppement sur ce qu'est un incident critique, ce qu'est un incident évité si cette notion est retenue, on a encore un petit peu de discussion. Et sur l'anonymat, comment sera protégé l'anonymat de l'entreprise qui déclare un incident mineur? Oh, ça, c'est assez... Oui, on sait anonymiser les données sans problème. Bon. L'agenda, je voulais qu'on parle de l'agenda, parce que donc, cette directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en décembre 2022. Oui. Quel est le calendrier en France? Alors, le calendrier, il est commun avec tout le monde. À tout le monde. C'est, après, il y en a qui respectent plus ou moins. Le mois d'octobre... Les États membres qui sont en retard, d'autres pas. On doit transposer cette directive au mois d'octobre 2024, dernier délai. Oui. Bon. Alors, ça aura échappé à personne que entre les Jeux Olympiques en France, les élections européennes, si je remets dans le bon ordre, bref, ça fait des événements qui sont en effet un petit peu perturbateurs sur ce calendrier. Donc, on peut dire que la France a toujours été bon élève en la matière. On a toujours été plutôt en avance. Bon, là, on a vu que la Belgique a tiré les premiers. Oui. Ils ont transposé cette semaine, je crois. Il n'y a aucune raison, pour l'instant, à ma connaissance, qu'on ne transpose pas en temps voulu et qu'on ait effectivement besoin d'un délai supplémentaire. Ceux qui vont avoir besoin de délai supplémentaire, ça va être les entreprises. Oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous allez découvrir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas encore, qu'ils sont assujettis, encore une fois, en fonction de l'état de la cybersécurité de l'entreprise. Et ça, il y a un délai qui est prévu, j'imagine. Il y a un délai qui est prévu. Il y a déjà des entreprises qui disent que le délai, il est un peu court et qu'il va falloir le négocier. Il y a aussi des entreprises qui disent mais financièrement comment je fais? Est-ce que je pourrais aussi bénéficier de soutien financier? Toutes ces questions-là sont pour l'instant... Vous avez la réponse, Alain, là-dessus? Je n'ai pas la réponse et je n'ai malheureusement pas les réserves monétaires pour pouvoir assurer ça. Dites-moi, je voulais savoir, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la question des ingérences étrangères dans l'espace numérique. Est-ce que SNIS 2, par exemple, va mieux nous protéger sur ce point-là? C'est le but. En fait, on se rend compte que je crois que c'est 60% des attaques aujourd'hui réussies sur les entreprises sont pas le fait d'attaquer directement l'entreprise, mais on passe par le fournisseur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je vais pas attaquer EDF ou Total, je vais passer par un fournisseur. Et ce fournisseur, il a peut-être des portes d'entrée plus faciles à ouvrir que chez Total. Et du coup, je vais rentrer. Alors, peut-être pas chez Total, mais en tout cas, c'est l'exemple. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette directive va aussi s'intéresser à ces questions de fournisseurs. Alors, il y a des fournisseurs qui vont se retrouver... Mais là, moi, je vous parlais d'ingérence étrangère.
Je vous parlais d'ingérence étrangère dans l'espace numérique, parce que ça passe par les fournisseurs. Mais bien sûr, parce qu'en fait, le cyberattaquant, il va chercher à trouver la porte ou la fenêtre qui est ouverte. Comme les portes et fenêtres... Donc mieux on sera protégé tout autour aussi de nos grandes organisations, plus on sera à l'abri de ces nouveaux risques numériques. Oui, mais le problème, c'est que les entreprises externalisent à tout va. On externalise tout maintenant. Enfin, on ne parle pas que simplement de l'externalisation informatique. On parle bien évidemment de tout un tas de secteurs d'activité où les fournisseurs sont absolument pas... Je parlais de l'environnement alimentaire tout à l'heure. Les fournisseurs sont absolument pas sensibilisés à ces questions-là. Donc, Nice 2 va s'occuper de ça et du coup va contribuer à petit refermer les portes et les fenêtres chez ses fournisseurs. Merci beaucoup Alain Bouillet pour toutes ces explications sur ce sujet d'importance. Je rappelle que vous êtes le délégué général du CESIN. Merci encore. Merci. C'est l'heure de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Je rappelle, fondateur d'écranmobile.fr. Et aujourd'hui, Jérôme, vous avez décidé de nous expliquer comment l'IA générative pourrait transformer ce marché des smartphones en les rendant évidemment toujours plus intelligents. Effectivement, le marché du smartphone, il a 30 ans. Il y a 30 ans, IBM avait dévoilé le Simon, qui était le premier terminal à fusionner un téléphone et un assistant personnel. Il y a 15 ans, c'était au tour d'Apple avec l'iPhone de démocratiser l'écran tactile et les applications. Et aujourd'hui, effectivement, ce marché s'apprête sans doute à vivre une nouvelle révolution grâce à l'IA générative. Alors, depuis 18 mois et le succès d'OpenAI et ChatGPT, nous sommes nombreux déjà à pouvoir tester des outils d'IA générative pour générer du texte, des images ou de la vidéo, mais l'un des enjeux des prochaines années, c'est également de pouvoir disposer de cette technologie directement embarquée au cœur des smartphones et pas seulement dans le cloud. Mais alors, est-ce que cette IA embarquée sur mobile sera aussi puissante que celle qui est dans le cloud ? Alors, cela restera des grands modèles de langage, des Large Language Models, des LLM, comme on dit en anglais, mais les versions mobiles seront effectivement un peu plus compactes que les versions disponibles dans le cloud. Si on prend Llama 3, qui a été dévoilé il y a quelques jours par Meta, la version cloud fait à peu près 400 milliards de paramètres, alors que la version optimisée pour les mobiles ne devrait faire que 8 milliards de paramètres. Et on commence à voir apparaître ces LLM mobiles, que certains ont déjà rebaptisé des SLM, des Small Language Models chez les concurrents. On peut citer Gemma 7B chez Anthropic ou encore Haiku chez Claude 3. Et Microsoft vient d'ailleurs de dévoiler son Small Language Model. Effectivement, juste hier, je crois, Phi 3, Microsoft évidemment qui est partenaire d'OpenAI, mais veut également compter dans cette grande bataille de l'intelligence artificielle sur mobile. Et la version mini de Phi 3, elle n'aurait que 3,8 milliards de paramètres, c'est même 2 fois moins que la version Meta dévoilée la semaine dernière. Et elle fonctionne sur un iPhone 14 Pro, donc un smartphone qui est sorti il y a à peu près 18 mois. Et elle serait déjà aussi puissante que ChatGPT 3.5, un système cloud qui avait été dévoilé l'année dernière par OpenAI. Et alors, concrètement, quels sont les avantages de ces petits, larges modèles de langage ? De ces SLM. Alors, on peut déjà en citer 3. Le premier, c'est qu'il est exécuté localement, c'est-à-dire que cette technologie va utiliser le processeur du smartphone, la mémoire du smartphone. Pas besoin de se connecter à un serveur ou d'avoir une bonne connexion Internet. Ça va fonctionner même offline en cas de besoin. Le second avantage, c'est que ces IA génératives vont pouvoir accéder aux données de notre téléphone, c'est-à-dire concrètement notre agenda, nos messages, nos photos, si on donne l'accès. Et elles vont pouvoir nous procurer des réponses personnalisées et non standards, comme sur des versions cloud. Et puis le troisième avantage, et non des moindres, c'est évidemment la confidentialité. Rien ne va transiter dans le cloud et ce que l'IA va créer sur votre smartphone va rester sur votre smartphone. Comme ce qui se passe à Las Vegas, Jérôme. Bon, et quels seront les usages ? Alors, les usages, évidemment, ils sont très nombreux. On l'utilise déjà depuis 18 mois, donc on sait que l'IA générative peut nous aider à écrire un texte, à le corriger, à le raccourcir, à le rallonger, éventuellement le traduire. Donc, c'est déjà très utilisé par les étudiants ou tout simplement quand on voyage à l'étranger. Dans le domaine de l'imagerie, pour les smartphones, on peut aussi anticiper beaucoup d'outils pour nous aider à faire des jolies photos, corriger la lumière, faire disparaître les défauts, changer l'arrière-plan, réduire le flou, voilà, des systèmes
d'optimisation de l'imagerie. On pourra aussi bénéficier de l'IA générative pour partager des photos qu'on aura créées, des vidéos sur nos réseaux sociaux pour enrichir, alimenter une conversation avec des images un peu fantaisistes. Et puis, une IA générative locale, c'est aussi, je pense, l'opportunité pour relancer l'engouement pour les assistants personnels au sein de nos smartphones. Oui. Ça fait déjà 13 ans que Apple a dévoilé Siri sur l'iPhone 4S. Il a finalement relativement peu évolué et on peut s'attendre dans les prochains mois à une version survitaminée de ce type d'assistant personnel. On aimerait bien. Est-ce que tous les constructeurs se lancent comme ça dans ces IA génératives mobiles? Alors oui, effectivement, depuis plusieurs mois, il y a de très nombreuses annonces. Le premier à avoir dégainé, je crois que c'était Google avec sa gamme de smartphones Pixel 8 dévoilée déjà à l'automne dernier. On a eu au Mobile World Congress ou juste avant Samsung avec le Galaxy S24, également dopé à l'IA générative. Motorola avec la gamme Edge 50. On a aussi eu il y a quelques jours Meta qui a frappé très fort en annonçant le lancement de Meta AI qui va s'appuyer sur les processeurs Qualcomm, les processeurs de Snapdragon qui équipent de très nombreux smartphones Android et qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications, WhatsApp, Messenger, Instagram, mais également pourquoi pas dans les casques de réalité virtuelle. Et évidemment, on attend dans quelques semaines les annonces d'Apple lors de la prochaine WWDC qui devrait miser sur l'IA Gen embarqué dans iOS 18, dans cette future gamme de smartphones, avec cette promesse à la fois de concilier intelligence artificielle et confidentialité, un sujet évidemment très cher à Apple. Alors, les consommateurs s'y répondent présents aussi sur ce sujet? Alors, on a pas mal de chiffres qui sont sortis ces derniers jours. Il y a une étude Talent, par exemple, qui estime que le nombre d'utilisateurs de l'IA générative a fortement augmenté, 60% cette année en France, mais avec néanmoins de très grosses différences entre les générations. Par exemple, il y a à peine 22% des plus de 35 ans qui utiliseraient l'IA générative, 47% des 25-35 ans et 78% des 18-24 ans. Donc, c'est des technologies très appréciées des jeunes Français, notamment des étudiants, mais qui trouvent désormais leur place aussi en entreprise pour gagner du temps, accroître sa productivité ou sa créativité. On peut donc s'attendre à un vrai intérêt des consommateurs pour des produits qui embarqueraient l'IA générative nativement. Alors, pour conclure, quel impact vous imaginez sur ce marché des smartphones? Alors, selon une étude McKinsey, on parle d'un marché qui devrait passer de 42 milliards d'euros en 2023 à 200 milliards en 2030. Selon Counterpoint Research, les ventes de smartphones dopés à l'IA pourraient représenter 100 millions d'unités en 2024 et peut-être 500 millions d'unités en 2027. Et cela pourrait représenter 40% du marché des smartphones, donc un marché qui était en recul ces dernières années, mais qui pourrait être régénéré par cette IA générative. Avec peut-être des nouveaux terminaux aussi qui vont arriver. Alors oui, je crois que vous avez déjà pu tester, je crois, la broche connectée iPin de la société Human, qui se passe d'écran, mais qui peut être commandée vocalement et afficher des informations directement dans la paume de sa main. C'est le Rabbit R1, nous, qu'on a pu voir au Mobile World Congress. Le Rabbit R1, oui, c'était au Mobile World Congress. Là, c'est un terminal ultra simplifié, ultra intuitif, capable de répondre via une interface conversationnelle comparable à un chatbot. On peut aussi citer la dernière mise à jour. Ah non, vous avez raison, c'est le Human iPin. Oui, parce qu'il a son projecteur là, dans la main, effectivement. On peut enfin citer la mise à jour des Ray-Ban Stories, les lunettes connectées du groupe Meta qui embarquent des petites caméras, des haut-parleurs et un microphone. Et désormais, donc, une intelligence artificielle. Et Mark Zuckerberg a fait la démonstration le mois dernier lors d'une visite dans les montagnes rocheuses. Il avait demandé à ses lunettes l'altitude d'une montagne face à lui et l'IA avait reconnu le sommet et lui avait donné vocalement l'information demandée. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, pour vos éclairages sur ce monde du mobile. Merci. On termine cette édition avec notre regard sur le biomimétisme et en particulier Clément Nouraudon qui est à distance mais bien connecté avec nous, ingénieur projet senior en R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Bonjour Clément, on va parler aujourd'hui, on va s'intéresser aux chouettes. Parlez-nous déjà des espèces de chouettes qui existent dans la nature. Bonjour Delphine, effectivement, alors les chouettes c'est toute une grande famille d'oiseaux, en fait à pas confondre avec les hiboux. La différence c'est que les hiboux ils ont des aigrettes, donc des petites plumes sur la tête qui ressemblent un petit peu à des oreilles. Les chouettes n'en ont pas, elles ont quand même des oreilles, je vous rassure, mais voilà, ces deux familles elles sont cousines, mais c'est pas la même chose. Et les chouettes, on les connaît, c'est des oiseaux qui ont plusieurs particularités. Typiquement, elles sont capables de tourner leur tête sur presque un tour complet, donc c'est déjà assez remarquable. Et puis surtout, c'est des rapaces nocturnes, donc c'est des oiseaux qui vont chasser des petits rongeurs, des serpents, principalement la nuit. Et pour ça, elles ont une ouïe, par exemple, qui est extrêmement développée, comme vous le savez sans doute. Mais pas seulement, c'est également des oiseaux qui sont connus pour être particulièrement silencieux. En particulier la chouette effraie, donc une espèce particulière de chouette,
qui est tout simplement l'oiseau le plus silencieux du règne animal. Et alors, je disais qu'on allait s'intéresser aux plumes des chouettes effraies. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans les plumes ? Alors, les plumes des chouettes effraies, pour le biomimétisme, c'est un petit peu une mine d'or. Il y a tout un tas de choses vraiment incroyables. Par exemple, on peut s'intéresser à l'avant des plumes, donc ce qu'on appelle le bord d'attaque en aéronautique, la partie vraiment avant de l'aile. Et bah, sur la photo que vous voyez, sur l'avant de ces plumes-là, il y a des espèces de petits peignes qui permettent en fait de casser un petit peu les tourbillons de l'air et de les en plus petits tourbillons qui vont ensuite plus facilement être dissipés. Et ça permet justement à la chouette d'être très silencieuse parce que ces petits tourbillons, ils sont source de bruit. Alors en les cassant un petit peu en avant comme ça, on va ensuite mieux pouvoir les absorber derrière sur une sorte de duvet qui recouvre le dessus de l'aile de la chouette. Il y a encore d'autres choses sur les plumes des chouettes. À l'arrière, par exemple, donc le bord de fuite de l'aile, il y a des plumes qui vont permettre de mieux canaliser l'écoulement et de mieux le recomprimer pour éviter, encore une fois, les bruits. Mais la technologie dont je vais vous parler aujourd'hui, ce que je disais sur le bord d'attaque et le bord de fuite des chouettes, c'est déjà en soi une source d'inspiration pour le biomimétisme. Il y a des ventilateurs, par exemple, pour des ventilateurs d'ordinateur, des ventilateurs industriels qui utilisent ce type de technologie pour être plus silencieux, même des éoliennes. Mais c'est un petit peu classique. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à autre chose, qui est la structure même de la plume de la chouette. La plume de la chouette, on l'a vu à l'instant à l'écran, elle est divisée en plusieurs sous-parties. On a une partie centrale qu'on appelle le rachis, et on a de ce rachis plusieurs poils qu'on appelle des barbes qui partent. On a tous déjà joué avec des plumes d'oiseaux qu'on a pu ramasser, ça parle à tout le monde. Et puis ces poils-là, ces barbes, se divisent eux-mêmes ensuite en barbules, ce qui permet en fait qu'ils soient un petit peu connectés, un petit peu attachés les uns aux autres. Ce qui donne cette rigidité à la plume de la chouette, ou à la plume même des autres oiseaux. Ça, pour le coup, c'est pas spécifique aux chouettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec des plumes de chouette, des chercheurs se sont intéressés aux effets mécaniques, aux effets structurels de ces attaches entre les poils de la plume. Et ils ont remarqué qu'en fait, lorsqu'on faisait vibrer une plume, lorsque la plume était intacte ou lorsque la plume avait été au préalable ébouriffée un petit peu, quand elle est, vous savez, comme on a pu faire quand on était enfant, on n'avait pas les mêmes propriétés d'absorption des vibrations. La plume qui était intacte absorbait beaucoup mieux les vibrations que la plume qui avait été ébouriffée au préalable. Ça, bien sûr, c'est lié en partie quand même à la résistance de l'air, mais même en faisant la même expérience dans une cloche sous vide, on a le même résultat. On a toujours un effet quand même de la plume quand elle est intacte. Et ça, les chercheurs l'expliquent par des interactions, du frottement en fait entre les poils les uns les autres, un petit peu comme s'il y avait plein de petits crochets qui s'attachaient, se détachaient, se réattachaient et ainsi de suite. Et ça, c'est une source de friction, une source de perte d'énergie. Et effectivement, on y vient, on peut transposer ça du coup dans une technologie qui est tout simplement le velcro, qu'on connaît bien, c'est le même principe, c'est des crochets qui vont s'attacher et se détacher, c'est comme ça qu'on peut justement fixer nos scratchs, typiquement. Les chercheurs se sont dit, est-ce que si on faisait vibrer deux plaques reliées entre elles par du velcro, est-ce qu'on va absorber la vibration? Et effectivement, c'est assez efficace. On se rend bien compte qu'on dissipe comme ça très efficacement l'énergie des vibrations dans toutes les expériences qui ont été menées comme ça depuis 2022-2023. On suivra ces innovations avec vous, bien sûr. C'est un rendez-vous régulier, le biomimétisme dans Smart Tech. Merci à tout le monde de nous suivre avec une grande régularité. On revient très vite pour de nouvelles histoires sur la tech.